Bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, chers tous. Vous écoutez un nouvel épisode de Tout et de Rien, l'émission qui vous parle de tout et surtout de rien. Et on a aujourd'hui, du coup, Franck et Léo, encore une fois, pour un hors-série spécial qui va tourner autour de la guerre, comme d'habitude. Alors, heureux d'être là, messieurs. Bah, Toujours écoute, un vrai tu sais plaisir que de revenir à chaque fois. Ah, bah ça Peut-être que fait. la prochaine fois, j'allais on pourra parler d'autre chose dire que que de la guerre, guerre Ah, mais nous bah, attire ça. comme, les abeilles sont attirées par le Eh miel, oui, mais c'est effectivement. ça, Mais c'est moi qui vous invite pour ça aussi. C'est ma faute. La prochaine fois, on fera un truc peut-être plus tendre, plus généreux, plus tourné vers la paix ou ce genre de choses. Peut-être que ouais, ça pourrait. genre la colonisation. Allez, bah, sur la colonisation indienne. Yes. Génial. Et bah, écoutez, en tout cas, ça me fait très plaisir de vous avoir, d'autant plus qu'aujourd'hui, on va pas, pour une fois, pas parler d'un conflit contemporain, parce qu'on a quand même fait beaucoup de choses sur les guerres du 19e et du 20e siècle ces derniers temps. Donc là, on va retourner vers un bon vieux classique, on va repartir au Moyen Âge, fin du Moyen Âge, puisqu'on va parler de la guerre des deux roses. Alors, la guerre des deux roses, bon, bah, voilà, c'est un conflit qui oppose deux factions, l'une contre l'autre pour le contrôle de l'Angleterre. C'est épique, il y a des trahisons, des retournements, etc. Et il y a de quoi nous rappeler des petits trucs qui ont pu se passer à d'autres moments dans l'histoire, pas vrai, Franck? On va faire déjà un mini contexte, parce que vous allez voir que là encore, la guerre des 2 roses, c'est un conflit où si on voulait en faire une série télé, avec des retournements de situation, toutes les 5 minutes, heu, ce serait, parfait. D'ailleurs, l'auteur du très célèbre Trône de Fer, aussi connu sous Game of Thrones, ne s'y est pas trompé. Ouais. Hein, la guerre, c'est l'une des inspirations majeures de Martin pour son œuvre du Trône de Fer, pour une raison simple, hein, c'est qu'il y a des trahisons toutes les 5 minutes et il y a des conflits dynastiques en pagaille. On avait déjà évoqué ça dans d'autres épisodes sur d'autres conflits. Les guerres d'ancien régime, notamment avant, on va dire le milieu du XVIIe siècle, mais surtout avant la Révolution française, ce sont des guerres qui sont menées souvent sur des questions personnelles. La guerre de 100 ans, qui pendant 116 ans donc, va opposer la France et l'Angleterre, démarre sur le refus de l'hommage d'Édouard III face au roi de France, qui refuse dans un premier temps de prêter un hommage libre et de le reconnaître comme son supérieur hiérarchique. Mais ces conflits interpersonnels, des fois, ils ont tendance aussi à se mélanger les uns les autres. La guerre des 2 roses, elle a justement un lien avec la guerre de 100 ans, un lien très fort puisque la guerre des 2 roses consiste principalement en une dispute sur le trône d'Angleterre. Quelle famille et sur quelle personne surtout va pouvoir s'emparer du trône d'Angleterre, alors même que le roi anglais est également en conflit avec la couronne de France pour la couronne de France. Les débuts justement de cette guerre des 2 roses, elle est un peu floue, puisque tous les historiens ne sont pas d'accord sur un début particulier. Un certain nombre d'entre eux considèrent que le conflit ne démarre réellement que en 1455, soit 2 ans après la fin de la guerre de 100 ans. Il y en a un certain nombre d'autres qui considèrent au contraire que le conflit va démarrer dès la fin du XIVe siècle, dès les années 1399, il me semble, avec le remplacement de Richard II par un cousin à lui. En fait, pour le problème de la guerre des 2 roses, c'est un peu le même problème que la guerre de 100 ans. Comment se fait-il qu'un individu, certes puissant, puisse revendiquer un trône qui, a priori, ne lui semble pas lui revenir de droit, parce qu'il est après tout anglais? Déjà, il faut se sortir de la tête l'idée selon laquelle, à l'époque, il y a des nations. À l'époque, même si on a des peuples qui se reconnaissent entre eux, il n'y a pas de nation à proprement parler. Il n'y a pas de Français et d'Anglais en tant que corps constitué, comme ça sera le cas après la Révolution française. On a des groupes d'individus, des peuples, qui sont soumis plus ou moins d'ailleurs
à des familles régnantes. Et les familles régnantes qui se marient les unes avec les autres, font un certain nombre d'enfants, certains officiels, certains naturels, ce qu'on appelle communément des bâtards. Et tout ça, ça crée un joyeux bordel dynastique. Notamment quand un seigneur meurt sans héritier mâle direct. C'est ce problème qui va causer d'abord la guerre de Cent Ans, puis la guerre des Deux Roses. En effet, la guerre de Cent Ans, elle démarre après que, donc on l'a dit, Édouard III refuse de prêter hommage au roi de France, mais aussi parce que Édouard III, par sa mère, descend du précédent roi de France. Sa mère Isabelle, il me semble, était elle-même la dernière fille et la dernière enfant vivant de Philippe le Bel. Tous ses frères étant décédés, se pose la question de savoir si, bien que elle-même en tant que femme n'a pas le droit à la couronne, est-ce que son fils, Édouard III, ne pourrait pas lui-même prétendre à la couronne? Il est le parent le plus proche en ligne directe. Les barons français vont faire le choix de dire non et de dire qu'ils veulent une lignée uniquement par le mâle. D'ailleurs, c'est une décision qui intervient bien à ce moment-là. Avant, ce n'est pas une loi. C'est seulement à partir de 128 que ça devient réellement, ça rentre dans la coutume, donc dans la loi. Avant ça, ce n'est pas forcément une obligation. On décide donc de dire en France, dans le royaume des Francs à l'époque surtout, royaume de France, que le prince, celui qui doit hériter, doit forcément descendre par les mâles du dernier roi, au plus proche, parent. Ce qui fait que tu peux remonter parfois plusieurs générations en arrière jusqu'à trouver quelqu'un qui descende uniquement par les mâles. Et en fait, la guerre des Deux Roses va démarrer aussi sur une raison à peu près similaire, puisque après de nombreuses péripéties, on n'est pas là pour parler de la guerre de Cent Ans, mais de nombreuses péripéties, Édouard III avait réussi à obtenir le droit d'héritage de la couronne de France, c'est-à-dire que Charles VI accepte de lui, pas de lui précéder, mais de lui laisser l'héritage de la couronne au moment de sa mort, à défaut de son fils, en faisant des fois son fils plutôt. Sauf que le roi d'Angleterre meurt avant le roi de France, et comme son propre fils est décédé, c'est son petit-fils qui monte sur le trône, au nom de Richard II. Sauf que Richard II est un enfant, il y a quelques années à peine, au moment où il monte sur le trône. Ce qui permet d'ailleurs au dauphin français, l'héritier capétien, de reprendre l'ascendant grâce à une certaine Jeanne d'Arc, mais bref, on va pas revenir dans le détail de la guerre de Cent Ans. Richard II donc se retrouve un peu dans la panade, d'autant que ses troupes se font petit à petit repousser par les troupes françaises. Après les victoires de la Pucelle et puis ensuite après des campagnes en Normandie et des campagnes en Guyenne. Vous allez voir, vous avez l'impression que je me perds. C'est un sacré On te fait bordel. confiance. Et honnêtement, je suis déjà presque sûr d'avoir raté 2 ou 3 noms. Bref, Richard II se fait déposer par un cousin à lui, qui se fait couronner sous le nom de Henri IV, sauf que ce Henri IV, ce n'est pas lui-même le plus proche parent d'Édouard III. Et un peu comme durant le début de la guerre de Cent Ans, où les Français avaient choisi héritier par le plus proche par le mâle, se pose alors la même question en Angleterre, puisqu'il existe un autre parent plus proche que celui qui montera sur le trône au nom d'Henri IV, et c'est le sire Roger Mortimer, il me semble. Oui. Bref, tout ce bordel généalogique sans nom va amener deux grandes familles à se disputer la couronne d'Angleterre pendant plus de 50 ans, il me semble. Je ne vais pas vous dire de bêtises, les dates officielles. Alors, la date officielle, c'est 1455-1485. Personnellement, j'aurais plutôt tendance à dire que on pourrait partir sur 1400-1485. Et donc, pendant tout ce temps, les deux familles, que sont les York et les Lancaster, vont s'entretuer avec des retournements d'alliance toutes les 5 minutes, parce que, évidemment, pour faire plus simple, ils se marient aussi entre eux. Et ils ont des vassaux qui s'entremarient et qui changent de camp, à peu près à chaque fois qu'il y a un changement de roi.
Donc vous l'aurez compris, c'est un bordel bordel sans nom qui va secouer l'Angleterre et qui va finir par la destruction d'ailleurs des deux lignées que sont les York et les Lancaster, qui seront remplacées par une autre lignée, elle aussi descendante des rois d'Angleterre Plantagenets, les Tudors, dont le plus connu, Henri VIII, Un certain Henri. décidera de le gros Henri, comme on peut l'appeler, ça l'a quand même tué. Il finira même par séparer non seulement les îles britanniques du continent, mais en plus par séparer la religion des Anglais de celle de ceux du continent. Bref, vous l'avez compris, c'est un joyeux bordel. Alors, voilà, je ne voulais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez compliqué. L'arbre généalogique pour comprendre tout ça, plus grand que mon écran d'ordinateur. Et je suis en police 12, hein, donc voilà. Ouais. C'est vraiment un bordel sans nom. Pour vous dire, Édouard III se voit Richard II hérite d'Édouard III, puis est déposé par Henri IV, dont le fils Henri V hérite, tout comme le petit-fils Henri VI qui est ensuite écrasé par un arrière-cousin Édouard IV qui voit son fils Édouard V combattre Henri VIII avant que la maison de Tudor ne prenne le dessus. Et ça, c'est sans compter les interventions de la famille de Mortimer, on l'a dit, les familles de Percy, les interventions françaises qui, bien évidemment, fournit des armes et des troupes aux deux camps en les regardant s'entretuer. Toujours laisser un adversaire faire des conneries, hein. Ah, C'est le ça. principe de base. C'est clair. Et tout ça va donc provoquer à la fois une extinction massive au sein de la maison royale des Plantagenets, puisque malgré tout, il va y avoir un grand nombre de morts. Et en plus de ça, la dernière dynastie des Tudors, qui sera incarnée à partir de Henri VII puis de Henri VIII, ces deux souverains décideront même de faire exécuter pour la plus petite raison quiconque pourrait avoir des prétentions justement sur le trône des Plantagenets, ce qui fait que l'arbre généalogique à la fin de ce conflit entre les familles se rétrécit très fortement. Et mènera d'ailleurs au remplacement de la dynastie des Plantagenets, hein, puisque vous êtes peut-être au courant, très chers auditeurs et auditrices, mais aujourd'hui ce ne sont plus des Plantagenets qui règnent sur le trône d'Angleterre. Et ce sont, est-ce C'est que les vous Windsor, savez, très toujours. chers collègues, Non? et non, Ah ouais? et non, le nom des Windsor, des monarques actuels de Grande-Bretagne, est un nom inventé. Non. C'est un nom C'est un allemand. nom. C'est les Ils ont oranges, c'est des changé oranges, leur non? nom. C'est pas des mecs d'orange? Non, c'est un nom allemand. C'est un nom Ce allemand, ne je sont crois. pas C'est des une oranges. dynastie Ah, c'est une allemande, je dynastie crois, un truc allemande, comme ça. peut-être, putain. Effectivement une dynastie allemande. Ils ont changé le nom de la famille régnante au début de la Première Guerre mondiale parce que c'était pas trop cool d'aller faire la guerre aux Allemands alors que ton monarque il a un nom un peu fleu et qu'il ressemble très fort à l'empereur d'en face. Puisque oui, le nom réel de la famille de Windsor, ce sont les Saxe-Cobourg-en-Gotha. Ouais, tout de suite, ça fait moins. Ouais. Ah, les petits Ça fait moins traîtres british, qui ont changé hein. leur nom de famille. Ouais, autant York, Lancaster, Tudor, tu vois, ça fait très Ouais. british. Mais c'est vrai que. Un Ouais. peu plus que Plantagenet, en tout cas. Non, d'ailleurs, imprononçable en anglais, hein. Saxe-Cobourg-Gotha. Eh ben, dis donc. Donc un conflit civil absolument bordélique. Donc si vous voulez, pareil, si vous voulez vous y plancher, très chers auditeurs et auditrices, vous allez perdre 2 points de santé mentale. Vous le faites. Après c'est très sympa parce qu'il y a plein il y a plein de trahisons, il y a plein de choses qui ont inspiré Comme des Game of auteurs Thrones, justement. Ouais. dans la période juste après, Et notamment Shakespeare, c'est vrai Shakespeare. aussi. Ouais. C'est quoi? C'est Voilà. Henri VI, sa pièce de théâtre? Je me souviens plus. Marié à Marguerite d'Anjou. Oui, c'est ça. Enfin bref. Il y a plein de retournements comme ça. Et un phénomène aussi intéressant, et je pense qui est plutôt cool pour ce conflit-là, c'est un conflit dans lequel les femmes ont beaucoup de place. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à voir la guerre au Moyen-Âge comme un truc particulièrement masculin. Or, c'est un conflit dans lequel les femmes ont énormément de poids. D'ailleurs, presque on pourrait... j'avais vu, je me rappelle plus où je l'avais vu, j'ai vu quelqu'un faire la comparaison avec les reines assassines de la période de mérovingienne. Pas forcément parce que ce sont des femmes qui tuent physiquement la personne en face, hein, qui tuent leurs adversaires,
mais ce sont des personnes qui vont mener des armées, lever des fonds pour leurs fils, pour leurs maris, pour leurs petits-enfants, qui vont être parfois le moteur du conflit, tout autant que leur partenaire masculin. Et donc, je trouve que voilà, c'est le genre de petites choses auxquelles on pense pas forcément quand on pense guerre au Moyen Âge, alors que pour le coup, il y a quand même beaucoup d'influence de la gente féminine, en bien en mal, pour le coup, régulièrement. Non, mais c'est très intéressant d'avoir tous ces aspects. C'est une guerre qui est très complexe, comme tu l'as si bien dit. Ouais, je suis désolé, c'est très brouillon. Non, J'ai non, pas eu mais beaucoup t'inquiète, de temps pour c'est très préparer bien, tout hein. ça, je pense que vous l'aurez entendu. Très très bien. Mais voilà. Et le problème, c'est que c'est un conflit où il y a tellement d'événements dans tous les sens, de trahison, comme dit, il y en a dans tous les sens. Voilà, il nous faudrait au moins Pour 3 pouvoir en parler, saisons avoir une chaîne spécialisée dans le avec la BBC pour dossier. pouvoir. Tu pourrais, hein, honnêtement, tu pourrais, parce que si tu prends en compte tous les petits chevaliers, tous les événements qui se déroulent autour aussi, sur la fin de la guerre de 100 ans, entre les conflits en Irlande, entre les conflits en Écosse, tout ce qui a plus ou moins rapport, voilà, le développement Ouais. de la classe marchande au Royaume-Uni, le rôle du Parlement britannique, voilà, parce que voilà, c'est une guerre qui a des conséquences quand même outre l'élagage de l'arbre familial, de la famille régnante, il y a aussi des conséquences politiques avec la destruction d'une bonne partie de la petite noblesse, de la chevalerie notamment, qui avait pourtant combattu durant la guerre de 100 ans, qui s'était taillé en un morceau de pouvoir un peu important au Moyen-Âge, et une perte de pouvoir d'un certain nombre de barons au profit d'un pouvoir central fort. Il y a l'émergence réellement de cette bipolarité entre le roi anglais et, on va dire, d'une certaine manière, le Parlement et les bourgeois marchands des grandes villes ont été d'ailleurs relativement épargnés durant le conflit. Chacun des participants comprenant très bien que raser Londres pour faire tomber la tête de l'adversaire, ça risquait de leur donner encore plus de problèmes aux vainqueurs que de plus perdre la tête. Ce qui entraîne aussi tout un tas de batailles rangées qui n'auraient peut-être pas eu lieu dans un autre conflit. C'était deux puissances étrangères qui s'affrontaient. Parce que du coup, on hésite beaucoup plus à raser le village de l'adversaire ou la ville de l'adversaire. Parce que c'est aussi ta ville, puisque tu la revendiques, puisque Ça la c'est toi fout qui mal veux si en tu la être le rases. roi. Donc forcément, si tu la rases, après, t'as plus d'impôts. T'as plus d'impôts après, donc Dommage. c'est chiant, quoi. Surtout si dans la foulée, les Français, pardon, décident de Ouais. débarquer en force. Tu vois, quand t'es pas encore la toute puissante nation des mers, Ouais, c'est clair. c'est craignos un peu, tu vois. Bon, bref, il y a plein d'événements, il y a plein de choses qui pourraient être évoquées. On pourrait évoquer aussi juste en dernier papillonnage, le fait que l'Angleterre a même, à un moment donné, failli être divisée entre différents participants. Oui, il y a eu tout un morceau tout un moment où certains des grands seigneurs anglais presque sont prêts à se partager l'Angleterre, à affaiblir la monarchie britannique, et qui aurait pu d'ailleurs rendre son indépendance au Incroyable. Pays de Galles. Je vous laisserai chercher pour ceux qui s'intéressent. Une vidéo assez chouette de Possible History qui fait de l'Uchronie là-dessus. Bah merci du Incroyable. conseil et de l'info. C'est hyper intéressant. Sur le sujet. Moi, j'ai profité du fait que tu aies élargi un peu les horizons de nos très chers auditeurs en leur disant que il y a plein de trucs pour parler aussi d'un petit quelque chose. Ça va être très rapide. Puis ensuite, je donnerai la parole à Léo. Parce que moi, je voulais parler de la Bretagne. Je me suis dit, quitte à parler de la guerre de Deux Roses, autant ne pas parler de l'Angleterre. Et donc, du coup, je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'il y a pas très loin? Et je me suis dit, la Bretagne. Donc, on va faire un focus très rapide sur la Bretagne, parce que vous allez voir, il n'y a pas grand-chose à dire. Et sur le rapport qu'entretient la Bretagne avec l'Angleterre pendant la guerre des Deux Roses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au XVe siècle, la Bretagne, c'est un duché qui est quand même assez puissant, mais qui toutefois a plusieurs fragilités, qui aimerait bien avoir des ambitions territoriales aussi intéressantes que certains de ses royaumes voisins, comme notamment la France, par exemple. En tout cas, ce
qu'on sait, c'est que François II, duc de Bretagne de 1458 à 1488, incarne une forme de volonté d'autonomie politique et territoriale face aux différentes pressions extérieures, notamment, encore une fois, bien évidemment, les Français. Dans ce contexte instable, le choix stratégique de François II va être d'accueillir un certain Henri Tudor, l'un des derniers prétendants légitimes de la maison de Lancastre, exilé d'Angleterre après la guerre des Deux Roses. Cette idée va s'inscrire dans une politique complexe qui va mêler différents enjeux dynastiques, diplomatiques et militaires que Franck nous a très très bien décrits. Mais toutefois, si ce soutien permet à Henri Tudor d'obtenir un refuge crucial avant son retour triomphal sur le trône anglais, il a en revanche des conséquences profondes et durables pour la Bretagne, qui verra son indépendance compromise au terme d'un siècle de tensions. Donc, reprenons depuis le début. L'exil d'Henri Tudor en Bretagne est une étape décisive dans l'histoire à la fois de la maison de Lancastre, mais aussi du duché de Bretagne. En effet, après la défaite de ses alliés à la bataille de Tewkesbury, en 1471, Henri Tudor, âgé d'une quinzaine d'années, cherche refuge pour échapper à la vindicte de la maison d'York, qui domine alors l'Angleterre. C'est à ce moment que François II, le duc de Bretagne, décide de l'accueillir. François II est conscient de la fragilité de sa position face à la France et voit dans l'accueil d'Henri Tudor une opportunité d'affirmer l'indépendance du duché par un soutien à un prétendant qui pourrait à terme s'opposer à la couronne anglaise d'York. Cette décision est à la fois un acte de solidarité politique avec un allié potentiel et un gros levier diplomatique. Le duc place Henri et son entourage sous sa protection au château de Sussigno, dans le sud de la Bretagne, offrant alors un refuge sûr et relativement isolé. Pendant près de 15 ans, Henri Tudor et sa famille vivent sous la surveillance bienveillante mais prudente d'un François II, qui évite cependant de s'engager dans un conflit ouvert avec l'Angleterre. En 1483, Henri Tudor organise une première tentative d'invasion de l'Angleterre afin de revendiquer le trône. François II répond favorablement à sa demande de soutien en mettant à sa disposition des ressources considérables, une aide financière estimée à près de 40 000 couronnes et l'envoi de 15 000 soldats ainsi qu'une petite flotte pour transporter les troupes. Cette aide démontre la volonté de François II de jouer un rôle actif dans les dynamiques politiques britanniques et d'affirmer son poids sur la scène internationale. Toutefois, cette expédition échoue, victime d'une tempête qui disperse la flotte. Henri Tudor est contraint de revenir en Bretagne où il continue de bénéficier du soutien du duc. Ce revers illustre à la fois l'engagement militaire du duché et ses limites, en particulier face à la tristesse de la vie, j'ai envie de vous dire, parce que voilà, quand on se prend une tempête dans la gueule qu'on l'avait pas prévu, bah dommage. La tristitude, c'est de payer 40 000 couronnes pour voir tout ton budget se parer à cause d'une tempête. Alors ça, c'est les... Ah putain. Ah, il nous faut une version de la tristitude un peu dans ce goût-là. Quoi qu'il en soit, du coup, le soutien à Henri Tudor va être perçu par le royaume de France comme une provocation et va en fait, en réalité, isoler diplomatiquement la Bretagne. En effet, la France, alors sous Charles VIII, considère le duché comme une zone d'influence stratégique et oppose fermement toute tentative d'ingérence anglo-bretonne. Les alliances fluctuantes de François II, oscillant entre France, Angleterre et même parfois Saint-Empire, ne parviennent pas à compenser cette pression croissante. Cet isolement va être aggravé par le traité d'Étaples en 1492, où Henri VII, désormais roi d'Angleterre, accepte de ne plus soutenir militairement la Bretagne en échange d'une compensation financière, laissant le duché seul face à la France. Oups! Au sein même du duché, le soutien à Henri Tudor divise la noblesse bretonne. Certains grands seigneurs, préoccupés par la préservation de leurs propres intérêts et sensibles aux pressions françaises, s'opposent à la politique du duc. Cette fracture politique affaiblit la cohésion interne de la Bretagne. Des tensions apparaissent également autour de la gestion du pouvoir ducal, notamment dans le contexte des troubles qui accompagnent la fin du règne de François II et la gérance de sa fille Anne. Ce morcellement du consensus politique nuit à la capacité du duché à résister efficacement aux ambitions françaises. La conséquence la plus dramatique de cette politique est sans doute la perte progressive de l'indépendance bretonne. À la mort de François II en 1488, la situation politique est devenue tellement critique que sa fille et héritière Anne de Bretagne se retrouve en position de faiblesse face à la pression politique et diplomatique française. Le roi Charles VIII
par une politique de mariage forcé, obtient en 1491 le mariage d'Anne de Bretagne, marquant le début de l'intégration de la Bretagne au royaume de France. Cette union est consolidée par le mariage avec Louis XII et finalement par l'édit d'union de 1532 qui met fin à l'autonomie juridique et politique du duché. Donc le bilan est plutôt mitigé. Si le soutien de François II à Henri Tudor a permis à ce dernier d'obtenir un refuge crucial et d'organiser son retour en Angleterre, il n'a pas produit les résultats escomptés pour la Bretagne. Au contraire, il a contribué à accroître, comme on le disait, l'isolement du duché, à déchirer sa noblesse et à faciliter sa perte d'indépendance au profit de la France. Cette stratégie illustre les limites des choix politiques du duché de Bretagne dans un contexte européen dominé par de grandes familles comme les familles d'Angleterre et de France. La Bretagne, malgré sa force économique et ses ressources, n'a pas su trouver des alliés nécessaires pour préserver son autonomie. Le pari sur Henri Tudor, bien que légitime, s'est révélé être une épée à double tranchant pour la Bretagne. Comme quoi, peut-être Mauvais qu'il cheval. aurait fallu se tourner un peu plus vers le Saint-Empire romain germanique. Qui sait, peut-être que ça aurait donné quelque chose. Mais bon, qui sommes-nous pour juger? Je pense que effectivement, la tristitude pourrait être intéressante de faire en post-montage. On verra si on se sent on se sent l'envie, Courage. le courage. Ouais, effectivement, tout à fait. Dans tous les cas, ça nous démontre bien que là, des fois dans la vie, on fait des choix et les choix sont pas forcément toujours les bons et que ça peut avoir des conséquences sur toute une vie, quoi, finalement, toute une génération de gens. Soutien en breton. Marc, Marc qui explique au calme que les choix. Oui, mais c'est toujours plus pour facile avec le recul. merde. Parce que moi, à sa place, potentiellement, j'aurais fait la même chose. Mais quand t'as le recul de l'histoire, tu peux être là à faire dommage, c'était peut-être pas le bon truc à faire à ce moment précis. Ouais, et puis de toute façon, c'est des Bretons, c'est bon, ça va. Oula. Attention, breton, Léo, Bonjour, attention. Après, après s'être On va fâché faire les Belges, toutes les minorités. les Corses, les Anglais, les Allemands, les Alsaciens. On n'a pas fait les Bretons, allez hop les là, Bretons. c'est parti. Voilà, ça c'est fait. Et du coup, Léo, je te laisse la parole pour ta chronique à toi. C'est une chronique qui sera aussi assez courte, voilà, ça évitera les digressions à rallonge. Ça sera une petite une chronique sur une bataille, la bataille de Towton, un accent anglais incroyable, où je vais un peu nous ramener à hauteur d'homme, à hauteur d'épaule, comme je vais me placer dans les pas de John Keegan et ne plus adopter le point de vue du général, du roi, et me mettre à hauteur de soldat. Donc, cette guerre de Deux Roses a laissé des traces assez macabres dans le sol anglais. Nous sommes dans un petit village de l'Angleterre rurale, à 20 km au sud-ouest de York. Le paysage ici n'a guère changé depuis le Moyen-Âge, et on pourrait presque croire que c'est un lieu paisible. Mais les ondulations du paysage cachent un secret bien sombre. En 1461, c'est l'une des batailles les plus sanglantes de l'histoire britannique qui s'y est déroulée. Une bataille dont il ne reste rien, à part quelques toponymes aujourd'hui, comme le Bloody Meadow, le pré sanglant, des débris enfouis par-ci, par-là, et surtout, qui va nous intéresser aujourd'hui, les squelettes de 61 soldats. Ce charnier a été découvert en 1996 et est exceptionnel. Il n'existe qu'un seul charnier de guerre médiéval comparable, celui de Wisby en Suède, et malheureusement, ce dernier est compromis à jamais car il a été pollué par les mauvaises pratiques des archéologues du 19e siècle qui l'ont découvert. Au moins, à Taunton, l'erreur n'a pas été répétée, et au travers de leur étude, c'est la physionomie d'une armée, ou d'un échantillon d'armée quand même, de la fin du Moyen-Âge qui apparaît. On connaît ainsi l'âge moyen des soldats, leur taille, leur santé, leurs antécédents de combattants, s'ils avaient reçu un entraînement, etc., etc. Ainsi, la taille moyenne est de 1,71 m, ce qui est pourtant difficile à croire, vu la hauteur des portes sur les bâtiments d'époque. Les squelettes témoignent aussi de blessures passées et d'une activité physique régulière, comme par exemple, on a des jointures au coude gauche qui sont surdéveloppées, ce qui est typique d'un archer. L'âge moyen de ces squelettes est plus âgé qu'aujourd'hui, 30 ans en moyenne, contre 19 ans en moyenne pour les Américains au Vietnam. Et la dentition, contrairement au cliché des dents pourries, est forte et saine, parce que, je vous le donne en mille, le sucre était pratiquement inconnu. Mais,
au-delà de tout ça, il raconte une histoire inédite. C'était la première fois qu'on constatait le type de blessures que subissaient les soldats du Moyen-Âge, et les résultats ne sont pas ce qu'on pouvait imaginer. Les coups sont principalement situés sur la tête et le visage. Que la fosse de Taunton témoigne de la brutalité d'un champ de bataille médiéval n'est pas surprenant, la pitié dépendant essentiellement de la solvabilité du prisonnier. Est-ce qu'on peut lui demander une rançon ou pas? Mais au-delà, Taunton s'est signalé dès l'époque comme une bataille à part. Pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière. En ce jour de grâce du 29 mars 1461, où l'armée à la rose rouge d'Henri Beaufort et du parti Lancastre fait face à celle de la rose blanche du parti York et de son héritier Édouard IV, tout juste proclamé roi d'Angleterre. Les circonstances même du combat montrent à quel point la guerre civile atteint un de ses paroxysmes. On se bat pendant la saison froide, alors même que les batailles rangées sont rares pour des causes évidentes de logistique et d'intempéries. On se bat en plus le dimanche des Rameaux, jour saint pour les chrétiens, et du matin jusqu'au soir, qui est une durée anormale et rarissime. Les chiffres des effectifs ne sont pas connus, le chiffre de 58 000 combattants a été avancé mais est très certainement gonflé, même si la bataille est la plus grande de la guerre des Deux Roses. Pour se faire une idée des effectifs engagés, il faut se rappeler que les armées envahissant la France regroupaient entre 10 et 15 000 soldats. Donc les armées de Taunton sont certainement plus modestes, ou du même ordre. Ce qui est certain, c'est que leur haine est réciproque, renforcée par le fait qu'ils se connaissent tous, comme l'a dit Franck. On retrouve dans les deux camps des membres d'une même famille. Lors d'un épisode précédent dans cette guerre civile, le 30 décembre 1460, les Lancastriens ont non seulement tué Richard, le duc York, et son second fils, Edmund, comte de Rutland, mais ils ont aussi fiché leur tête devant les murs d'York et coiffé le duc d'une couronne en papier. Grosse ambiance. Mais les nobles n'ont pas été les seuls à être maltraités et l'horreur n'est pas réservée au camp lancastrien. Après 6 ans de guerre, tout le monde a quelque chose à venger. Les hommes ont hors de se battre jusqu'à la mort et ne pas faire de quartier. La bataille débute dans un blizzard aveuglant, confus, et ce sont les camps lancastriens qui le prennent de face. Les hommes d'Henri Beaufort, il n'y a pas de particule, Henri Beaufort, ne peuvent riposter aux traits des Yorkistes. Ils se décident alors à avancer. Supérieurs en nombre, ils arrivent au prix de pertes énormes et d'efforts surhumains à enfoncer le centre adverse. Mais au début de l'après-midi, Édouard IV reçoit sur sa droite le renfort du duc de Norfolk. Épuisés, les Lancastriens n'ont plus la force physique et morale de résister. Ils se débandent et fuient. Les premiers fuyards se noient dans la rivière Coque. La bataille tourne à la boucherie. Un chroniqueur parle de 28 000 morts, chiffre encore une fois surévalué. Mais cet acharnement expliquerait sûrement beaucoup de choses. Les mutilations reçues par les squelettes de la fosse dépassent de loin le simple coup de grâce médiéval standard. Le soldat Taunton 32 a ainsi reçu 13 blessures à la tête, dont 10 d'armes pointues ou de lames et 3 d'armes contendantes. Le soldat Taunton 10 a quant à lui reçu 10 coups à la tête. Une tuerie qui fait plus penser au massacre du Rwanda qu'au cliché sur les chevaliers et la chevalerie. Ouais, c'est clair. Ouais. Le seul à ne pas avoir de blessure à la tête a été décapité. Autre détail qui évoque le crime de guerre, le faible nombre de blessures au bras qui laisse supposer que les hommes étaient incapables de se lever. Ont-ils été ligotés avant d'être massacrés? On ne le saura jamais. D'ailleurs, il est impossible de savoir à quel camp appartenaient les soldats de la fosse, car aucun vêtement, aucun insigne et aucune arme n'ont été retrouvés dans la dite fosse. Mais les fouilles ont révélé d'autres bizarreries. Tout d'abord, le lieu de l'enterrement, qui se situe à 1,6 km du champ de bataille, dans un endroit non sacré, juste à côté de la mairie du village, mairie qui n'a d'ailleurs pas bougé depuis cette époque. Que faisaient ces hommes si loin du champ de bataille? Est-ce qu'ils se sont réfugiés dans la mairie de Taunton? Ou les coups mortels ont-ils été portés sur chemin ou sur le lieu de l'enterrement? L'explication la plus probable est qu'il s'agissait de fuyards. Pour aller jusqu'à là-bas, ils ont dû courir, d'où le faible nombre de blessures aux jambes. Et, encore une fois, il est possible qu'ils étaient rattrapés par des cavaliers qui ont frappé de haut en bas et donc à la tête, d'où le nombre élevé de blessures sur le crâne. L'autre étrangeté de la fosse tient au mode d'inhumation. Bien que le fait de jeter des cadavres dans des fosses communes soit commun au Moyen-Âge, les placer dans un lieu profane juste à côté d'une mairie semble inédit. L'orientation des corps ne correspond pas non plus avec les rites chrétiens de l'époque, alors qu'ils le sont dans les quelques charniers civils retrouvés,
On pense notamment au charnier de la peste. Ainsi, plusieurs cadavres ont été posés tête à l'est et non à l'ouest comme le veut la tradition. Le traitement subi par les cadavres indique aussi que les tueurs ont pris quelques trophées, comme le montre le crâne du numéro 13, où on le constate des coupures éloquentes autour de l'oreille. Ce genre de prélèvement est plus qu'un trophée, c'est une privation d'identité. Il est possible que les exécuteurs les privent de paradis en les rendant méconnaissables, car les corps mutilés n'avaient pas le droit à un enterrement chrétien. Mutilés ici-bas pour tuer dans l'au-delà, on peut se demander jusqu'à quel degré de haine ils sont parvenus pour aller jusqu'à refuser à leur ennemi le repos éternel. Même s'il n'y a pas d'armes dans la fosse de Taunton, elles permettent de mettre en relation les blessures avec les armes utilisées à l'époque. Ainsi, le soldat Taunton 9, costaud quarantenaire, porte dans la tempe un carré presque parfait de 15,7 par 15,2 cm, indiquant la pointe d'un marteau de guerre. Autre exemple, Taunton 41 porte sur le sommet du crâne un trou percé par une pole axe. Une pole axe est une hache de guerre combinant tranchant et marteau pointu. Combinée à des combattants peu protégés, fait que les blessures pouvaient vite devenir sérieuses. On n'a, comme je l'ai dit, pas d'équipement sur place, mais on a une liste comptable d'équipements et des armes de 201 hommes de 1457, le Bridport Muster Roll, qui est littéralement le relevé d'équipement de Bridport, où l'on constate que 60% des combattants ne portaient aucun équipement défensif. On compte ainsi 74 salades, ce sont des casques, 67 jacks, 4 paires de gantelets, 3 cottes de mailles, 2 brigandines, 2 armures, un jeu de harnais, une cuirasse, 27 boucliers et 23 pavois. Tout ça pour 201 hommes. Pour finir, 2 petites surprises. Dans le sol de Taunton, on a retrouvé des petites balles de plomb et les restes d'un canon qui font de la bataille la première à être livrée avec des armes à feu individuelles sur le sol britannique. Et deuxième surprise, la piètre qualité des pointes de flèches, faites en tôle martelée et non en fer forgé, qui ne demandent pourtant pas beaucoup de temps. Cela indiquerait sans doute qu'ils ont fait appel à un artisan local qui préférait cette méthode. Et bah, merci beaucoup, encore une fois. C'est très intéressant. Pour ceux qui s'intéressent au combat de la fin du 15e siècle, je vous invite à Ok. regarder la chaîne de Dequitem, une Ok. chaîne d'un Allemand, et du Ah, d'accord. combat médiéval non chorégraphié. Réel. Donc c'est-à-dire du combat médiéval en situation au plus proche du réel, hein, la seule différence étant que Ce les serait armes bien. ne sont pas françaises. Ok. Mais ce sont quand même des duels qui sont assez impressionnants. Assez impressionnants quand même, hein, parce que malgré tout ça reste des armes, hein, même si elles sont pas tranchantes, on le sait par certains textes médiévaux, tu peux quand même te trucider hein, à coup d'épée, même si elle est pas tranchante. C'est un accident est vite arrivé, donc il fait un boulot qui est Ok. quand même assez impressionnant. Et il y a quand même un truc qui revient souvent sur les combats qu'on peut voir sur sa chaîne, c'est que les coups à la tête quand même sont très récurrents, et y compris dans les maîtrises, les mises au sol, etc. La gorge et l'aisselle sont les 2 zones vraiment les plus touchées pour définitivement incapaciter ou tuer son adversaire. Il y a vraiment 2 zones qui sont particulièrement frappées. Et la tête, même avec une armure, alors, pour en avoir déjà pris, je peux vous dire que vous pouvez avoir un casque. Si le type en face tape suffisamment comme un sourd, vous allez quand même voir les chandelles danser. Et c'est facile de perdre Ouais. pied et d'être renversé et donc de se faire trucider Ok. dans des conditions comme celle-là. Ok. Et alors rajouter le fait qu'en plus, là, effectivement, comme tu l'as dit, hein, la majorité des combattants sont des combattants qui sont pas ultra bien armés. Hein. Pour se payer une armure de plate complète, 15e siècle, il faudrait un paysan libre entre 1 et 2 années de salaire sans Ouais, manger, impossible, quoi. sans se vêtir, sans rien. Et voilà, donc voilà. C'est un peu comme aujourd'hui acheter du matériel militaire et pas à la portée du premier venu, alors que pourtant ça paraît pas Ouais. particulièrement technologiquement complexe et que ça reste quand même difficile d'accès. Ce qui fait que tu as beaucoup de gens qui vont être relativement mal équipés
Ce qui n'empêche pas que c'est utile. Hein. Comme je le disais récemment à quelqu'un, si tu te donnes le choix entre te taper dessus avec ou sans casque, même Tu si vas c'est un prendre le casque casque. nul, tu vas prendre le casque. Effectivement. Je vous ai mis l'image du crâne avec Ah ouais? le petit losange quasiment parfait Sur bibliographie. sur Bibliographie. Ah oui, la Enfin, vache, il est parfait ce losange. ouais. Oh la vache. Du boulot artisan, ça, Ah monsieur. bah Hein. ça, En fait, c'est une frappe chirurgicale. Ah bah attends. Ok, Hein. on savait y faire à Ah l'époque. oui, c'est... Non, après, c'est vrai qu'en vrai, c'est un chantier tweet qui est génial, ne serait-ce que parce qu'on retrouve des gens en armes qui ont combattu. Et comme tu disais, un Visby, c'est le plus connu parce que c'est plein de codes de mailles de brigandine, enfin, c'est plein d'éléments d'armure qu'on a retrouvés sur place dans un fernier, dans le fossé de la ville de Visby, sur l'île de Lego. Et c'est très très rare. Ça, c'est un truc peut-être pour les gens qui visualisent pas. C'est trouver un champ de bataille avec des restes de combat. C'est très 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 rare. Déjà parce qu'il y a du pillage, quasi systématique. Comme on l'a dit, une armure c'est cher. Donc bah quand il y a je sais pas, il y a 2000 morts en face, bah il leur enlève tout hein. Les bottes, tout. En règle générale, il reste pas grand-chose à enterrer à part le corps. Et même alors que techniquement le christianisme considère que le pillage de cadavres c'est un péché mortel. Mais bon, comme aujourd'hui, la religion, tout le monde la prend à sa sauce. Oui, Hein. c'est plutôt une sorte de guide. Voilà. Oui, ah bah, très clairement, ça l'a toujours été. Hein. Mais en plus de ça, même quand t'as la chance, entre guillemets, que les gars aient pas tout pillé, soit parce qu'il y en avait trop, soit parce que ils n'avaient pas le temps, bref, pour n'importe quelle raison, les conditions dans les sols où ils sont enterrés font que la plupart du temps, ça se corrode et ça disparaît. Ce qui fait qu'on a quasiment rien. Enfin, une crotte de maille, ça se décompose, enfin, un aubert, parce que ça peut être réellement comme ça ne survit pas, en fait, dans la plupart des sols. C'est rare d'en avoir des entières, et c'est rare d'avoir un tas de petits éléments comme ça, et même d'avoir des ossements en bon état, avec bien visibles les marques de coups. Ça aussi, c'est assez peu courant. Ça pour dire que voilà, Léo nous a parlé d'un élément qui est, je trouve, assez chouette en archéo. On parle pas beaucoup, Franchement, et merci pour ça, parce que c'est chouette. J'adore les champs de bataille. Vous aurez compris, j'adore les champs de bataille. retrouvez-le en reconstite À en une époque, Béour. mais une époque, je harcelais mes profs de médiéval pour savoir quels étaient les sites sur lesquels il faut aller voir Tu m'étonnes. pour avoir des Oui, exemples. non, mais Oui, je sais, ils je suivent suis des gens qui bizarre, parlent mais de ça, vous guerre l'aurez tout le temps, je compris pense depuis que un moment. c'est Normalement. qu'ils sont un minimum Vous êtes intéressés attentifs. aussi par le sujet, j'imagine. Dites-le dans les commentaires si vous êtes aussi intéressé par la guerre. Dites-nous tout. Dites-nous qui vous êtes. La guerre, c'est pas que de la violence physique, du sang, des haubers dans la boue, des pillages, de la torture. La guerre, c'est aussi de la poésie. Parfois, en tout cas. Est-ce que vous êtes prêts pour entendre un petit peu de poésie ce soir? Ah oui. C'est vrai? Ah, j'ai hâte Mon de merveilleux t'entendre. accent. Oui, c'est vrai que j'avais dit que je ferais un accent un peu particulier. Ok, il faudra que je me remette. Faudra que je me remette Je dans le veux en ancien dans anglois. le bain. Attention. Alors. Attendez, les cloches sonnent. Le vent souffle sur les plaines. Mais cette fois-ci, on va pas parler de Bretagne. De la Donc, Bretagne armoricaine. La guerre des deux roses est autant une guerre des symboles et des discours qu'une succession de batailles. Dans une société où l'écrit reste l'apanage des élites et où l'oralité conserve une forme de prégnance, la poésie, médium hybride mêlant oralité, écriture et performance, devient un outil privilégié pour légitimer des revendications politiques et diffuser des idées. L'analyse scientifique de ces poèmes implique une approche interdisciplinaire. Philologique, pour restituer la langue et le sens originel, rhétorique, pour décomposer les stratégies discursives, et historique, pour comprendre leurs fonctions dans les jeux de pouvoir. Les travaux d'Aude Méret, notamment, mettent en lumière qu'elle appelle la nébuleuse textuelle, dans laquelle s'insèrent ces poèmes et où s'entremêlent discours politiques, allégories et propagande. L'analyse des textes exige une approche, comme on l'a dit, assez rigoureuse,
notamment la compréhension du moyen anglais employé, la polysémie des mots et la place des figures rhétoriques dans la construction du sens. On va commencer à parler un petit peu de ces textes de poésie et notamment on va l'axer sur plusieurs axes. D'abord, on va voir la poésie de cour. Donc, au sein des cours, la poésie sert d'instrument d'ostentation, de persuasion, soutenant la légitimité divine du pouvoir. La symbolique des roses, couleurs et fleurs héraldiques est au centre des discours. La rose rouge est un motif lancastrien, la rose blanche un symbole yorkiste. Ces symboles sont donc investis dans une rhétorique morale, religieuse, etc. et politique, bien sûr. Parmi les différents poètes de cette époque, on va trouver un certain John Lydgate, un moine et poète de cour donc, qui adopte souvent un style allégorique, fondé sur l'anaphore, la personnification et le pentamètre iambique. Une métrique héritée des traditions latines adaptées au moyen anglais. En bref, si je vous vulgarise ça plus simplement, il emploie un moyen anglais savant, mais accessible, riche en termes polysémiques, qui renforce l'ambiguïté symbolique et politique. Je ne résiste pas à vous lire un petit passage de son Fall of the Prince, livre 2, strophe 87. He that is born... Ah, j'ai pris un accent américain, dommage. He that is born to hide estate and place should live in virtue and godly grace, for worldly riches is transitory and fallen down like frost in January. On dirait un nain. Donc la traduction, c'est celui qui naît dans une haute condition et position doit vivre dans la vertu et à la grâce divine, car la richesse du monde est passagère et tombe comme le gel en janvier. Un autre extrait, également aussi du Fall of the Prince, c'est Beware the tempest and the stormy blast that overthroweth all that stand fast, for might is naught but fortune's turn, and all man's pride is but a burning broom. Traduction: garde-toi de la tempête et du vent orageux, qui renverse tout ce qui tient ferme, car la puissance n'est rien d'autre que le tournant de la fortune, et toute la fierté de l'homme n'est qu'une brume ardente. Donc, ici on est plutôt sur un texte qui effectivement se veut plus ou moins une métaphore du pouvoir. Le pouvoir, faut faire attention parce que c'est passager, parfois le vent peut souffler, blablabla. Bla, bla, bla. Aujourd'hui, tout ça nous semble très très classique. Et ça l'était moins bien évidemment à cette époque-là. Un autre endroit où on va pouvoir avoir différentes poèmes, ça va être chez les paysans, enfin les gens normaux quoi. Notamment sous la forme de ballades politiques qui ont pour fonction principale la diffusion d'un message auprès donc d'un public plus large, souvent illettré, d'où mon lapsus. La forme brève, répétitive, s'adapte à la transmission orale, essentielle dans une société où la majorité de la population accède peu à l'écrit. On va donc ici avoir plusieurs formes, une forme quatrain, une rime embrassée, une rime plate. Alors, rime embrassée, ça ferait genre A, B, B, A, donc une fin de mot, puis ensuite une rime, puis ensuite à la fin on re-rime avec la première phrase, ou alors plate, c'est le classique double, hein, rime, 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 etc., etc. On va avoir des répétitions de refrains, des simplicités lexicales, etc., etc. Bref, tout est assez simplifié à outrance. Donc dans ce contexte, on va avoir plusieurs extraits à vous lire. Hein. On a notamment The Rose of England, qui est une ballade lancastrienne célébrant le couronnement de Henri Tudor, symbolisé donc par la rose rouge. Now God be praised of might and eke of grace so well that Henry is crowned king to rule and do full well. Donc, à travers cette... je vous ai lu un petit extrait, parce que le poème, je ne vais pas vous le lire entier, c'est chiant. À travers ce différent poème, on a certains scientifiques, certains spécialistes, notamment Helen Cooper, qui vont expliquer que cette ballade fonctionne comme un outil de légitimation divine. Elle présente Henri VII non seulement comme un souverain, pas seulement comme un souverain humain, mais comme un véritable élu divin. Dans le poème, on va retrouver toutes les différentes symboliques, la rose rouge opposée à la rose blanche, on va avoir toute cette imagerie florale qui va renforcer l'identité et la cohésion des différents partisans lancastriens.
Sa structure est simple, rythmée et rimée qui facilite la transmission orale. Parce que comme on l'a vu, on parle ici d'un public analphabète. Donc ça veut dire que la propagande, elle ne va pas se faire à l'écrit, mais elle doit se faire de manière collective, en créant alors une véritable tradition orale, pour ancrer tout ça dans la mémoire politique du peuple, des paysans, des pauvres en fait, en réalité. Ça va être à peu près la même chose pour un autre texte qui est The Ballad of Bosworth Field, and I'm so sorry for my accent, une chanson qui évoque la bataille décisive de Bosworth qui a eu lieu en 1485 où Henri Tudor vainquit Richard III. Petit extrait au passage. The sound of trumpet did me raise, the deed of drums did pierce the haze. At Bosworth Field the fate was cast, and Tudor's reign was born at last. À nouveau, on a ici une forme de remémoration collective qui va contribuer à mythifier la bataille et à présenter la victoire des Tudors comme inévitable, providentielle. Le texte glorifie donc l'événement militaire et soutient la nouvelle dynastie en exaltant l'héroïsme et la légitimité du vainqueur. Sa circulation orale ainsi que les versions imprimées, parce qu'il y en aura, vont lui permettre d'atteindre un véritable large public, diffusant ainsi, comme tout à l'heure, un récit unifié dans une société qui, elle, était divisée à la base. Le poème participe ainsi à la normalisation du nouveau régime, contribuant à la stabilité politique post-guerre. Un dernier petit extrait pour la route parce que c'est funky. On va lire un mini extrait de Men of Harlech, qui est un chant gallois lié au siège de Harlech tenu par les Lancastriens pendant la guerre. Men of Harlech, march to glory, stand your ground and fight once more for your home and for your country till the white rose fade no more. Donc, à nouveau, on a ici, c'est toujours pareil, l'idée d'avoir toujours ce côté très politique, très symbolique qui est porté. Là, en plus, on a quelque chose de beaucoup plus local dans le poème, avec la présence des Gallois qui vont tenir face aux infâmes yorkistes, face à cette Angleterre dominante. Le poème appelle à la mobilisation, au courage. L'évocation de la rose blanche comme ennemie se traduit une dimension politique. Ce chant est un élément de la mémoire collective galloise, ça va être diffusé dans des foyers, etc. Bla. Bref, en réalité, c'est à peu près toujours basé sur le même concept. D'ailleurs, on voit bien que les rimes sont assez simples. Là, march to glory, gna 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 your country, fight once more, and fade no more. Voilà, il s'est même pas fait chier, il y a 2 fois mort en réalité. Donc, vraiment, on est sur le bas du truc. Pareil tout à l'heure, me raise the haze was cast at last. Bon, je critique, mais moi je serais incapable de faire un truc comme ça en réalité. J'aurais pu le lire version rap finalement. Marc, il est dans sa soirée voilà, je suis comme ça. On est. Je suis extrêmement énervé depuis quelques jours, je ne sais pas trop pourquoi, mais je pense que du coup de la rage ressort de tout ça, tu vois. C'est la poésie qui... Ah cool, super, merci. Ouais, mais tu peux te venger sur les Anglais, t'as le droit. C'est vrai. Parlons de la satire poétique maintenant, qui se déploie comme une arme aussi de guerre symbolique. Par l'ironie, la caricature, l'exagération, elle vise à délégitimer l'adversaire en soulignant ses prétendues faiblesses morales et politiques. La satire utilise souvent la parodie, l'antithèse, le lexique péjoratif. Le ton est incisif, le rythme rapide, parfois même heurté, afin de marquer l'esprit du lecteur, / auditeur, bien évidemment, parce qu'encore une fois, on parle à des gens qui sont pauvres. Donc, à nouveau, j'ai pris 3 petits extraits comme ça au pif. Extrait numéro 1, Against the Pride of Nobility. Je vais vous le lire. The Lord, so proud on high to stand, with rich array and sword in hand, yet oft they fall by craft or guide, and leave the poor in sorry while. Au total, on a un poème qui illustre une critique typique des nobles du Moyen-Âge tardif, souvent accusés d'arrogance, de déconnexion avec les classes inférieures. L'auteur souligne le contraste entre la richesse ostentatoire et la vulnérabilité à des manœuvres politiques, étant en garde contre leur orgueil. Le langage simple et rythmé facilite la mémorisation et la transmission orale typique des ballades satiriques destinées à un public large. On a également A Red Buck to the Greedy Clergy. Donc là, on est plutôt sur une critique de l'Église. The prelate fat, the poor do starve, their coffers full, or table halves. They preach of heaven yet feast below, while humble souls lie cold in woe.
Donc là, vraiment, la richesse du clergé contraste avec la pauvreté du peuple, ça alimente des ressentiments, des critiques, etc. On a un contraste entre preach the heaven, donc prêcher le ciel, et yet fast below, donc festoyer ici-bas. Ça renforce vraiment une ironie totale de, voilà, ces connards de prêtres, ils ont le fric, ils bouffent, et nous on crève la dalle. Voilà. Donc, extrait numéro 3, The Commons Lament. We told and sweet from dawn tonight, yet gain but crumbs from Lord's delight. Their gold is vast, our needs are small, injustice blind, we surely fall. Donc, on parle ici encore une fois d'une égalité économique mise en lumière avec une forte dénonciation, une injustice aveugle, leur or est vaste, nos besoins nous sont petits, alors pourquoi est-ce qu'ils ont tout alors que nous on n'a rien? Oui, révolution, tout ça, blablabla, bref, des pauvres quoi. Les poèmes n'étaient pas seulement des divertissements, mais faisaient partie intégrante du débat politique officiel, notamment au Parlement. La poésie servait parfois à soutenir ou contester des politiques, ce qui témoigne de son intégration dans des pratiques institutionnelles de communication et de propagande. Les poèmes politiques s'insèrent dans des procédures oratoires et rhétoriques des assemblées, et où la forme poétique donne force et persuasion aux propos. Certains scientifiques mettent en évidence que la poésie peut être une forme de discours public reconnu par des acteurs politiques dépassant la simple littérature. En bref, la poésie dans la guerre des deux roses est un instrument politique multifonctionnel qui combine esthétique et rhétorique pour construire et diffuser des visions du pouvoir. Son efficacité tient à l'hybridité des formes, des langues, des publics et des contextes d'énonciation. Les stratégies stylistiques, solennité des allégories, simplicité des ballades, incisivité de la satire servent des finalités politiques précises, légitimer, mobiliser, délégitimiser. Ces poèmes ne sont ni de simples œuvres littéraires, ni de la pure propagande, mais des discours complexes façonnant un imaginaire politique de l'Angleterre médiévale. Cette complexité linguistique est au service d'une communication qui agit à plusieurs niveaux. Si la poésie a largement été utilisée comme instrument, la musique, et c'est marrant qu'on parle d'instrument, est intimement liée à la poésie par la tradition orale et écrite, et joue alors ainsi un rôle tout aussi fondamental. Donc maintenant on va parler musique. Ma chronique était en fait en deux parties. Dans l'Angleterre médiévale tardive, la musique politique ne se limitait pas à un simple divertissement, mais constituait un vecteur d'expression de légitimité dynastique, d'affirmation identitaire, de mobilisation populaire. Donc, finalement, la musique fait suite à la poésie, les deux sont intrinsèquement liés. Le médium musical permet de diffuser plus largement et plus efficacement les messages politiques grâce à son impact émotionnel et mémoriel. Au XVe siècle, la musique participe aux cérémonies officielles, couronnements, parades, à des rituels religieux, aux événements publics, renforçant la présence symbolique à la fois d'un côté des maisons de Lancastre et de l'autre côté des maisons de York. Les pièces instrumentales, souvent jouées par des ménestrels attachés au cour royal, accompagnaient des chants à texte poétique porteurs, comme on les a vus, de messages dynastiques clairs. L'étude des manuscrits musicaux, notamment le Sloan Manuscript, 2593, révèle une prédilection pour des formes musicales à répétition, telles que la rondeau ou la ballade. La structure cyclique de ces formes, avec des refrains et des reprises, facilite la mémorisation de la répétition en milieu populaire. Par exemple, le rondeau suit un schéma simple, et vous allez voir, je vais vous le répéter. A, B, petit a, petit B, A, B, petit A, petit b, A, B, et etc. On recommence. Ça forme un cercle de l'enfer, sonore, évoquant la pérennité du pouvoir revendiqué. Au niveau mélodique, on va observer une prédominance de modes religieux, doriens, yidiens, qui confèrent une aura sacrée aux airs, renforçant la dimension divine du droit au trône. Les textes poétiques étaient souvent conçus pour être chantés, la musique amplifiant la portée du message en touchant les émotions. Dans l'Angleterre médiévale tardive, les ménestrels, jongleurs, autres troubadours itinérants sont bien plus que de simples artistes. Ils constituent un réseau de diffusion essentiel pour les messages politiques portés, ainsi donc par de la musique. Leur rôle transcende la sphère artistique pour devenir un instrument de propagande, capable de mobiliser et d'influencer les esprits dans des lieux variés, foires, marchés, tavernes, mais aussi cours princières. Chaque instrument employé porte une charge symbolique spécifique dans le contexte politique. Par exemple, la harpe est traditionnellement associée à la royauté, notamment dans la culture anglaise et galloise, où elle incarne l'harmonie divine et la continuité du pouvoir. Le choix d'une harpe pour accompagner un chant dynastique n'est donc jamais neutre. Il inscrit la performance dans un registre sacré et légitime.
La vielle, elle, est un instrument populaire, mais également doté d'une grande expressivité. Sa sonorité nasale continue d'évoquer la persistance du message sous caractère presque hypnotique, favorisant la mémorisation du texte chanté. Dans plusieurs traités médiévaux, la vielle est également perçue comme un vecteur d'émotions profondes, capable de susciter l'empathie envers le sujet du chant. La cornemuse, quant à elle, avec son souffle continu, symbolise quant à elle la vigueur et la constante, une image politique de force et de détermination adaptée aux revendications dynastiques des maisons de Lancastre et d'York. L'importance des ménestrels tient également de leur capacité d'adaptation. Ils modifient parfois les textes et les mélodies en fonction du public, introduisant des variantes dialectales, des accents régionaux ou même des modifications dans le contenu pour mieux convaincre. Cette plasticité assure la pérennité et la pertinence du message politique. Par exemple, un chant yorkiste pouvant être légèrement modifié en cornouaille pour intégrer des références locales favoriserait alors son appropriation collective par les locaux. La musique ne se contente pas de transmettre un message, elle le fait littéralement vivre. Dans la guerre des deux roses, la performativité de la musique, donc l'acte de jouer et de chanter, est au cœur de la construction politique. La répétition des refrains, les mélodies cycliques, les rythmes cadencés agissent sur une mémoire auditive, inscrivant les paroles dans l'inconscient collectif. Ce procédé fonctionne comme une sorte d'incantation politique répétée lors des fêtes, des assemblées, des entrées royales. Cette répétition fait écho à la notion médiévale d'oratio performative, où le discours, en se prononçant, accomplit une action. La musique n'est plus simplement un véhicule, mais un acte qui légitime et affirme le pouvoir. La musique médiévale politique va donc utiliser fréquemment d'une part l'anaphore mélodique, où une phrase musicale est répétée au début de plusieurs vers, renforçant l'idée répétée et donnant un effet hypnotique. Le mélisme, c'est-à-dire l'allongement d'une syllabe sur plusieurs notes, qui va accentuer certaines notions clés. L'alternance rythmique entre passages plus lents et plus vite, jouant sur la dynamique émotionnelle, créant ainsi des moments de tension et de relâchement qui captivent l'auditoire. Les cérémonies dynastiques, couronnements, proclamations, funérailles sont systématiquement accompagnées de musique, choisie avec soin pour sa capacité à marquer l'importance de l'événement. Le recours au mode religieux dans les mélodies, on a dit tout à l'heure, dorien, phrygien, ionien, etc., confère une dimension sacrée à ces actes. La musique devient alors un langage transcendantal, faisant passer le message que le pouvoir revendiqué est d'ordre divin, ce qui est fondamental dans la construction de la légitimité politique de cette époque. La performance publique crée ainsi un pacte émotionnel entre souverains et peuples, renforçant l'adhésion par la célébration collective. Alors là, vous dites sûrement, oh là là, il blablate quand même pas mal, alors qu'il est là pour nous parler de poésie et de musique, il fait pas bien l'accent du anglais moyen. Où est-ce qu'ils sont les bignoux? Nous, on veut de la zikmu. Alors, j'ai envie de vous dire, oui, très chers auditeurs et très chers amis chroniqueurs, j'aurais aimé pouvoir vous passer de belles ballades de la guerre des deux roses. Seulement, voilà, le problème, c'est que, il nous reste plus grand-chose, en fait. Quand je dis qu'il nous reste plus grand chose, c'est que déjà le peu de trucs qu'on retrouve, c'est pas forcément toujours adapté par des gens. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tricher ouvertement. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer des extraits musicaux qui n'ont pas grand chose à voir en réalité avec la guerre des deux roses, mais qui peuvent potentiellement s'en rapprocher. Et on va ensemble essayer de voir si ces musiques, dans leur rythmique, dans leur mélodie, etc., sont plus des musiques qui sont liées à de la légitimation du pouvoir via la religion, à de la harpe de cour, à un chant de guerre, à un chant de paysan, etc., etc. Donc on va en voir plusieurs, et vous allez me dire ce que vous en pensez, sachant que bon, moi j'ai pas non plus passé 10 000 ans d'études, donc en fait on va analyser ça ensemble. Hein. Et là tout d'un coup, crash Ouais, j'étais tout content, crash total. et puis il m'a dit non. Ok, alors, j'espère que vous êtes prêts, je vais donc couper les chants de la madame. Allez, je vous passe un premier extrait, c'est parti. Wouh! Pas mal, non? Ah bah ça, c'est Stéphanie de Monaco, ça, je le reconnais. Il s'agit de Agincourt Carol, et c'est une English medieval song. Stéphanie de Monaco. Donc du coup, c'est une chanson de quoi plutôt pour vous, à votre avis? Chanson anglaise. Alors, c'est une chanson anglaise, ouais, mais du coup, ça vous évoque quoi? Plutôt quelque chose de... C'est une chanson. Ouais, plutôt populaire, effectivement. Populaire, à la ça, limite c'est presque du populaire. du guerrier, hein, aussi.
Donc on voit bien que toujours ces rythmes qui sont très lancinants, toujours voilà, on martèle, on est sur du binaire. Hein. De toute façon, à cette époque-là, la valse ça n'existe pas. Hein. Le ternaire, je suis pas sûr que ça existe trop. Mais on est vraiment sur quelque chose de l'ordre de la marche, quoi. Et là, limite, on les verrait presque soulever leur chopine de temps en temps. Alors, bien évidemment, il ne faut pas considérer que l'instrumentum qui est au fond est en lien vraiment avec ce qui se faisait à l'époque. Là, j'ai essayé de choper des groupes qui sont au plus proche de ce qui pouvait se faire, mais ça n'est pas non plus 100% la réalité, bien sûr. Allez, au revoir les cocos. Mais si, je reconnais ça. C'est la chanson pour la ficule de Louis XIV. C'est du fait, c'est la Face A Pale, et c'est ici joué par Capilla Flamenca. Donc là, on est plutôt sur une ambiance type danse de cours, quoi, en fait. Hein. Très clairement, 15e, truc comme ça au 15e, il y en a partout. Hein. Donc c'est très des chœurs, des instruments tout doux en fond, etc. Ça donne envie de faire une petite danse, on fait des petites courbettes comme ça, où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est loin de la crasse des pauvres. Ah, on n'est pas chez les gueux. Voilà, ici, c'est hein. ça. Là, on est au bon endroit, quoi. Il y a de la viande à manger, Voilà. du vin à boire. Ah, j'adore le mépris de classe. Oh oui, tu es beau, même dans les pays pauvres. Cette chanson-là, je trouve qu'elle elle illustre bien le côté de cyclique. Vous avez vu, même si c'est pas toujours les mêmes phrases qu'elles sortent, c'est toujours la même boucle. Constamment. Et au bout d'un moment, ça donne envie de chanter hein, aussi. Et ça reste en tête. Alors du coup, pour autant que ce soit un truc ultra politique, genre Henri VII c'est le plus fort répété en boucle, bah forcément, au bout d'un moment, vous allez finir par y croire. Donc, très pratique. Hop. Alors ça c'est Sumer is incumen in. J'ai un peu plus de mal avec celle-là, je ne saurais pas trop comment la classer. On est sur un truc qui est assez dynamique. Ça fait pas non plus très court, mais ça fait pas non plus très taverne non plus quoi. Ah, ça fait plus court que Je taverne. pense que ça fait plus court que taverne, mais on est quand même toujours dans ce truc très répétitif. Ouais. Toujours répétitif tout le temps. Mais oui, ça fait plus court que taverne parce que j'imagine mal des. Enfin, en tout cas, dans la caricature de la taverne, ça fait pas très taverne. Mais après, j'imagine bien des gens travailler, chanter ça aussi quand même, tu vois, en canon. Ou alors de la taverne de marchands riches, quoi. Oui, bien sûr. Mais dans l'idée, un chœur d'hommes comme ça qui chanterait un truc en boucle, en bossant par exemple au chant, ça me choquerait pas. Pas forcément en latin, bien évidemment, mais dans une ambiance plus anglaise, pouilleuse, ça marcherait bien, je pense. De quoi ? Ouais, je sais pas. C'est vrai que c'est très prout-prout quand même. Oui, mais ça, c'est parce que c'est les chanteurs qui sont prout-prout. Moi, ça me fait plus un effet prout-prout, mais. Non, ils sont pas nuls, mais c'est eux qui sont nuls, mais mais je sais pas, c'est pour ça que je suis un peu limite. Je pense que les deux peuvent se tenir là-dessus. Alors que le suivant, vous allez voir. Tout à l'heure, on parlait de légitimation du pouvoir par un aspect divin. Et c'est vrai que ces différents chants-là, c'est des chants qui sont complètement religieux, en fait. Hein. Voilà, là, on est vraiment sur... moi, j'imagine un couronnement à l'église, quoi.
Oui, On clairement. est vraiment sur cette ambiance-là, quoi. Soit dit en passant, Clairement. ces messieurs chantent extrêmement bien, je trouve. Voilà. C'est un album qui s'appelle Le Chant des Templiers, et là, c'est la chanson Responsorium Benedicta Nos Deus. Amen. Amen. Très jolie musique aussi. Mm. Donc là, on retrouve la harpe, comme tout à l'heure. Donc si on se base sur ce que j'ai dit, on serait plutôt sur une ambiance de cour avec un ménestrel qui chanterait un truc à un noble quelconque, quoi. Ouais. Ça s'appelle Fortune My Foe. Et ça a été écrit par un mec anonyme. En tout cas, le texte est anonyme. Les chanteurs, je me souviens plus de qui c'est. On se croirait dans The Witcher avec cette chanson. Un peu, oui. Et enfin, un petit bonus. C'est joli, hein. Pour le moment, c'est de la harpe, donc on est plutôt sur un truc de noblesse. Noblesse galloise, par exemple. Cette chanson s'appelle Margaredig. Un nom un peu bizarre. Oui, Margarita. On est sur une chanson bretonne. Parce que oui, pendant que je vous laisse Madame en fond, je refais un petit laïus sur la Bretagne parce que j'en ai parlé au début, donc je vois pas pourquoi je continuerai pas à en parler. Ce que vous entendez, c'est un guerdziu. C'est pas juste des simples chants populaires, mais c'est des vecteurs d'une mémoire collective, portés par une tradition orale très ancienne. Leur rôle dépasse la sphère esthétique. Ils sont un moyen d'inscrire la Bretagne dans un espace politique et culturel spécifique, affirmant sa singularité face aux puissances étrangères, françaises et anglaises. Je vais la baisser un peu quand même, la madame. Alors ça peut pas être breton, il n'y a pas de bignou, ça. C'est impossible. Mensonge. Mensonge. On aurait menti. Les guerdziu, c'est des petits chants très simples, sans biniou, avec parfois un petit instrumentum derrière, mais souvent plutôt lancinant. En ça, ils peuvent se rapprocher de certains chants irlandais. Je vous renvoie d'ailleurs à ma chronique sur la musique celtique, où vous aurez plein d'informations intéressantes. En fait, les guerdziu racontent souvent des épisodes de conflits, d'injustices, de figures héroïques, renforçant l'image d'une Bretagne résistante et fière. Dans le contexte de la guerre des Deux Roses, ce rôle est crucial car il façonne un récit commun aux Bretons, consolidant leur soutien au duc François II et par extension à son alliance avec la maison Lancastre. Par exemple, on a la Guertz de Jean de Montfort, qui célèbre la fidélité du duc et la permanence de son autorité malgré les pressions extérieures. Alors, j'aurais envie de vous la lire en breton, mais bon, vous savez quoi, je tente. Jean Mab Montfort a vo égal a ed ar bretzel e vo en aur en drug calon e chom epfon et marche gant glavar andor. Ce qui veut dire Jean, fils de Montfort, fut courageux. Tout au long de la guerre, il fut dans la tourmente, dans le malheur, il resta sans espoir et chevaucha un cheval sous une pluie battante. On a un passage donc qui évoque la bravoure, la dureté de la guerre pour Jean de Montfort avec des images fortes, pluie, cheval, malheur, etc. Vous entendez derrière ce ton mélancolique typique des guerdziu qui vont donc mêler à la fois une histoire émouvante avec un instrumentum et une voix émouvante. Les guerdziu sont typiquement chantés dans des modes anciens, souvent le mode dorien ou éolien qui se caractérise par une ambiance, comme je disais, mélancolique, douloureuse, parfaitement adaptée à l'évocation donc des combats et de pertes. Cette modalité contraste avec la musique majeure joyeuse qui, elle, renforce l'effet dramatique et émotionnel. Contrairement aux structures régulières des chansons plus savantes, les guerdziu adoptent donc des rythmes asymétriques, avec des mesures irrégulières qui suivent la prosodie du texte, plutôt que des temps stricts.
Cette souplesse permet au chanteur d'adapter la mélodie à l'émotion et au message, ce qui est crucial dans une tradition orale où la communication émotionnelle prime. La voix, comme vous l'entendez, est le principal instrument, souvent accompagné d'instruments simples comme une vieille roue, une bombarde ou une petite harpe. L'ornementation vocale, notamment les mélismes sur certaines syllabes clés, accentue la forte expressivité et la symbolique du chant. L'importance des guerdziu comme support de résistance symbolique peut se comprendre à la lumière des théories anthropologiques sur la musique comme mémoire performative. En chantant ces ballades, les Bretons maintiennent en vie le récit politique, créent un lien générationnel et affirment une identité historique. La cour bretonne accueille des musiciens qui jouent aussi bien des instruments traditionnels, vielle, bombarde, chélémique, que des instruments d'origine plus classique ou savante comme la harpe, la flûte douce, la vielle à roue, etc., etc., etc. Ces instruments sont souvent joués ensemble dans des ensembles hybrides qui mélangent les styles. Dans les styles qu'on peut retrouver à la cour de Bretagne, on a les polyphonies franco-flamandes qui ont été importées de la France, des Pays-Bas bourguignons. C'est une polyphonie à plusieurs voix qui influence les compositions de la cour bretonne et donne naissance à des œuvres plus complexes. On a les ballades anglaises, bien évidemment, et on a aussi, du coup, différents instruments, comme je l'ai dit, qui viennent d'un peu partout. La musique hybride bretonne pendant la guerre des Deux Roses incarne une diplomatie symbolique qui dépasse la parole officielle. En mêlant style, langue et instruments, elle construit un espace politique et culturel partagé avec l'Angleterre, renforçant ainsi l'alliance contre les forces françaises. Cette dynamique témoigne d'une sophistication politique où l'art devient un outil de légitimation du pouvoir, comme d'habitude. Les échanges entre Bretagne et Angleterre ne se limitent pas à des alliances militaires ou matrimoniales, mais passent aussi par une circulation artistique riche et complexe. Poètes bretons, comme Méchineau, jonglent avec le latin, le français et le breton, tandis que des poèmes anglais intègrent parfois des références à la Bretagne et à son rôle politique, en employant un anglais moyen teinté d'archaïsme pour renforcer la solennité. Des mélodies bretonnes étaient adaptées à des paroles anglaises et inversement, ce qui témoigne d'une volonté de créer un langage artistique commun. Ces adaptations renforcent les liens politiques, offrant un moyen de communication symbolique partagé, accessible à différentes audiences. Poésie et musique sont des technologies de pouvoir. Elles permettent de diffuser des discours, légitimant un pouvoir, mobilisant des populations, incarnant des idéaux et une histoire commune. En mettant en avant la vertu, la fidélité, la résistance, les œuvres artistiques justifient le droit de François II à gouverner et à sa légitimité dans l'alliance avec Lancastre. Par leur portée orale et leur accessibilité, ces formes artistiques touchent un large public, allant de la noblesse aux populations rurales, créant un consensus culturel favorable. La répartition des motifs poétiques et musicaux dans différents territoires contribue donc à l'enracinement d'un récit commun, essentiel dans une époque où les identités politiques étaient encore fortement liées à la mémoire orale et aux symboles. En bref, donc, la musique politique durant la guerre des Deux Roses est un système complexe mêlant symbolique linguistique, structure musicale, codifiée et pratiques sociales concrètes. Par l'usage réfléchi des instruments et le réseau stratégique des ménestrels, ainsi que la puissance émotionnelle des performances, la musique se révèle être une arme politique essentielle, capable de mobiliser les masses, légitimer les pouvoirs, inscrire les luttes dynastiques dans l'imaginaire collectif. Cette approche intégrée, mêlant philologie, musicologie et histoire politique, ouvre alors un champ d'études riche et peu exploré qui renouvelle profondément notre compréhension des conflits médiévaux. Et c'est donc sur ça qu'on s'arrêtera aujourd'hui. Oh, bah, c'est super intéressant. Ça vous a plu? Ouais. Ouais. J'en ai chié, hein, putain. Bah écoute, le résultat est là. Merci beaucoup. Donc, désolé, hein, des certains moments où j'ai pas trop vulgarisé certains termes musicaux, je vous invite bien évidemment à aller les googler par vous-même de votre côté pour essayer de mieux comprendre de ce dont on parle. Je vous invite également bien évidemment à aller voir les différentes autres chroniques qu'on a pu faire sur de la musique, notamment la musique celtique, la musique savante aussi, etc., pour mieux comprendre un peu comment tout ça se fonctionne. Et moi, ça m'a beaucoup plu de faire un truc un peu sur la mêlant musique et histoire, parce que c'est deux trucs que j'aime beaucoup, l'histoire, la musique, et aussi la guerre, comme quoi tout peut être lié. La guerre. Dans tous les cas, messieurs, moi, je vais me permettre de vous remercier. Ça m'a fait très plaisir de faire cet épisode en votre compagnie. C'était très intéressant. Je pense que c'est une guerre qui est pas trop connue en France, en plus, la guerre de Rose. Donc c'est intéressant d'en avoir eu un bon panel comme vous l'avez fait. Donc merci à vous. Je vous applaudis. Je sais pas si ça passe dans le Discord. De rien. C'est pas très. Oui, mais très c'était pertinent, intéressant. ce épisode. Et qu'importe que ce soit structuré ou non, l'important c'est
d'apprendre des choses, d'apprendre toujours des choses tout le temps. Et puis en réalité, tu dis que c'est fouillis, mais c'est jamais vraiment fouillis, Franck, ce que tu fais. Car tu as un esprit de synthèse en toi qui fait que tu n'as pas besoin de tout rédiger correctement. Habité par Il est possédé par lui. Il est là, c'est l'esprit de synthèse. Mettez un commentaire si vous voulez que l'esprit Il de synthèse le laisse en me paix. Il a pas fait assez de sacrifices aujourd'hui. Dans tous les cas, moi, je vous remercie encore une fois, les gars. Je remercie aussi les auditrices, les auditeurs, tout le monde. Merci de nous avoir écoutés, ça nous a fait très plaisir. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir. Si vous avez plu, n'hésitez pas à le faire savoir aussi. C'est toujours intéressant d'avoir des retours, même négatifs. Sur ce, on va se quitter avec les petits bruits des oiseaux. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. À la prochaine. Au revoir tout le monde. C'est un pan qu'on entend. Ouais, c'était un pan. Nice.